Fridtjof Schwung. Avoir un centre. Première partie. Anthropologie intégrale. Avoir un centre. Être normal, c'est être homogène. Et être homogène, c'est avoir un centre. L'homme normal est celui dont les tendances sont, sinon tout à fait univoques, du moins concordantes. C'est-à-dire suffisamment concordantes pour pouvoir véhiculer ce centre décisif que nous pouvons appeler le sens de l'absolu ou de l'amour de Dieu. La tendance vers l'absolu, pour laquelle nous sommes faits, se réalise difficilement dans une âme hétéroclite, une âme dépourvue de centre, précisément, et de ce fait contraire à sa raison d'être. Une telle âme est a priori une maison divisée contre elle-même, donc destinée à s'écrouler, eschatologiquement parlant. L'anthropologie à la fois spirituelle et sociale de l'Inde distingue, d'une part, entre les hommes homogènes, dont les centres se situent sur 3 différents niveaux. Note de bas de page. Le Brahma, le Kshatriya et le Vaishya. Retour au texte. Et d'autre part, entre l'ensemble de ces hommes et ceux qui, n'ayant pas de centre, ne sont pas homogènes. Note de bas de page. Le Shudra, le Chandala et le Panchama. Retour au texte. Elle attribue ce manque soit à une déchéance, soit au mélange des castes, surtout celles qui sont le plus éloignées les unes des autres. Mais c'est des castes naturelles, non des castes institutionnelles, que nous voulons parler ici. Les premières ne coïncident pas toujours avec les castes qui les représentent socialement, car la caste institutionnelle permet des exceptions, et cela dans la mesure même où elle est devenue très nombreuse et englobe de ce fait toutes les possibilités humaines. Donc, sans vouloir nous occuper des castes de l'Inde, nous décrirons succinctement les tendances foncières qu'elles sont censées véhiculer, et qui se retrouvent partout où il y a des hommes, avec telle prédominance, suivant la nature du groupe. Il y a tout d'abord le type intellectif, spéculatif, contemplatif, sacerdotal, qui tend à la sagesse ou à la sainteté. Celle-ci se référant plutôt à la contemplation, et celle-là au discernement. Il y a ensuite le type guerrier et royal, qui tend à la gloire et à l'héroïsme, même en spiritualité, car la sainteté est pour tous. Ce type sera volontiers actif et héroïque, d'où l'idéal de l'héroïcité des vertus. Le troisième type est l'homme honnêtement moyen. Il est essentiellement travailleur, équilibré, persévérant. Son centre est l'amour du travail utile et bien fait, accompli en vue de Dieu. Il n'aspire ni à la transcendance, ni à la gloire, tout en voulant être à la fois pieux et respectable. Mais il a néanmoins ceci de commun avec le type sacerdotal, qu'il aime la paix et qu'il se désintéresse des aventures, ce qui le prédispose à une contemplativité conforme à ses occupations. Note de bas de page. Au point de vue caste, ce troisième type est particulièrement complexe et inégal. Il contient en effet les paysans, les artisans et les marchands. À part toute classification sociale, il comporte donc des tendances éventuellement fort intégrales. Retour au texte. Vient en dernier lieu le type sans idéal, autre que le plaisir, plus ou moins grossier. C'est l'homme concupiscent qui, ne sachant pas se dominer, doit être dominé par d'autres, si bien que sa grande vertu sera la soumission et la fidélité. Sans doute, l'homme qui ne trouve son centre qu'en dehors de lui-même, dans les plaisirs, sans lesquels il se sent comme un vide, un tel homme n'est pas réellement normal, mais il est néanmoins récupérable par sa soumission à meilleur que lui, qui fera fonction de centre à son égard. C'est d'ailleurs exactement ce qui a lieu, mais sur un plan supérieur qui peut concerner tout homme, dans le rapport entre le disciple et le maître spirituel. Mais il y a encore un autre type humain possible, et c'est celui qui manque de centre, non parce que la concupiscence l'en prive, mais parce qu'il a 2 ou même 3 centres à la fois. C'est le type même du paria. Note de bas de page.
Mot entré dans les langues européennes et dérivé du tamoul parayan, tambourinaire, entre guillemets. Retour au texte. Issu du mélange des castes, et qui porte en lui la double ou triple hérédité de types divergents. Celle du type sacerdotal par exemple, combinée avec le type matérialiste et hédoniste dont nous venons de parler. Ce nouveau type, le désaxé, est capable de tout et de rien. C'est un imitateur, un comédien né, toujours à la recherche d'un succédané de centre, donc d'une homogénéité psychique qui lui échappe forcément. Le paria n'a ni centre, ni continuité. Il est un néant avide de sensations. Sa vie est une série discontinue d'expériences arbitraires. Le danger social de ce type est évident, puisqu'on ne sait jamais à qui on a affaire. Nul ne veut faire confiance à un chef qui, au fond, est un saltimbanque et qui, par sa nature, est prédisposé au crime. Et c'est ce qui explique l'ostracisme du système hindou à l'égard de ceux qui, issus de mélanges trop hétérogènes, sont hors caste. Nous disons que cela explique l'ostracisme et non que cela excuse les abus, ni que l'évaluation des individus soit toujours juste, ce qui est même impossible en pratique. Note de bas de page. Le système hindou sacrifie les cas exceptionnels à l'intérêt de la collectivité, d'une part au point de vue de la qualité, et d'autre part à celui de la pérennité. Retour au texte. D'une manière générale, le type psychologique de l'homme est une question non de présence exclusive de telle tendance, mais de prédominance, et en ce sens, ou avec cette réserve, nous pouvons dire que le premier des types énumérés est spirituel, le second noble, le troisième probe, le quatrième concupiscent, et le cinquième vaniteux et transgresseur. Spiritualité, noblesse, probité. Ce sont là les tendances foncières des hommes qui, selon la doctrine hindoue, sont initiables ou deux fois nés. Concupiscence et vanité. Ce sont les tendances de ceux qui, a priori, ne sont pas concrètement qualifiés pour une voie spirituelle, mais qui, étant hommes, n'ont néanmoins pas le choix, ce qui revient à dire que tout homme peut en principe se sauver. Comme le disait Razali, il faut faire entrer les hommes au paradis à coups de fouet. Il y a donc de l'espoir pour l'homme, sans centre, quelle que puisse être la cause de sa privation ou de son infirmité. Car il y a un centre surhumain qui est toujours à notre disposition et dont nous portons la trace en nous-mêmes, étant donné que nous sommes faits à l'image du Créateur. C'est pour cela que le Christ a pu dire que ce qui est impossible à l'homme est toujours possible à Dieu. L'homme pourra être aussi décentralisé qu'on voudra, dès qu'il se tourne sincèrement vers le ciel. Son rapport avec Dieu lui confère un centre. Nous sommes toujours au milieu du monde quand nous nous adressons à l'Éternel. C'est là le point de vue des trois religions monothéistes d'origine sémitique, et c'est celui de la détresse humaine et de la divine miséricorde. Note de bas de page. Point de vue que l'on retrouve dans le bouddhisme et dans certains secteurs de l'hindouisme, nécessairement d'ailleurs, puisque la misère humaine est une, comme l'homme est un. Retour au texte. Il est de première importance de ne pas confondre l'absence de centre chez le ilique ou le somatique, laquelle est anormale, avec cette même absence, mais normale cette fois-ci et située sur un autre plan chez le sexe féminin. Car il est trop évident que la femme qui, en tant qu'être sexuel, cherche son centre dans l'homme, possède parfaitement son centre sous le rapport où les iliques ou les parias ne le possèdent pas. En d'autres termes, si la femme en tant que telle aspire à un centre situé en dehors d'elle, à savoir dans le sexe complémentaire, comme celui-ci sous le même rapport cherche son espace vital dans son complément sexuel, en tant qu'être humain, au contraire, elle jouit de sa personnalité intégrale à la seule condition d'être humainement conforme à la norme, celle-ci impliquant la capacité de penser objectivement, surtout dans des cas où la vertu l'exige.
On croit trop souvent que la femme n'est capable d'objectivité et partant de logique désintéressée qu'au prix de sa féminité. Note de bas de page. Les féministes des deux sexes eux-mêmes en sont persuadés, du moins implicitement et en pratique, sans quoi ils n'aspireraient pas à la virilisation de la femme. Retour au texte. Ce qui est radicalement faux. La femme doit réaliser non les traits spécifiquement masculins bien entendu, mais les qualités normativement et primordialement humaines, lesquelles s'imposent à tout être humain, et ceci est indépendant de la psychologie féminine en soi. Note de bas de page. La psychologie féminine légitime résulte d'une part du prototype principiel de la femme, de la substance universelle, et d'autre part des fonctions biologiques, morales et sociales qu'elle personnifie, ce qui implique le droit à des limitations, à des faiblesses, si l'on veut, mais non à des défauts. L'être humain est une chose, et le mal en est une autre. Et c'est grand dommage que les deux choses aient souvent été confondues, même dans les langues qui, comme le grec, le latin et l'allemand, font la distinction. Confusion due au fait que le mâle est plus central que la femelle, donc aussi plus intégral, mais cette raison n'a qu'une portée relative, car l'homme est un. Retour au texte. Un autre point à considérer ici est le centre personnel sous le rapport de certains facteurs raciaux. Si le mélange entre deux races trop différentes est à éviter, c'est précisément parce que cette disparité a généralement pour effet que l'individu possède deux centres, ce qui signifie pratiquement qu'il n'en a pas. En d'autres termes, qu'il n'a pas d'identité. Mais il y a également des cas où le mélange, au contraire, donne lieu à un résultat harmonieux, à savoir quand les deux parents représentent chacun une sorte de sursaturation raciale, en sorte que le type racial est limitatif plutôt que positif. Dans ces cas, les combinaisons avec la race étrangère apparaît comme une libération et rétablit l'équilibre. Mais cette solution est exceptionnelle, dans la mesure où ces conditions le sont. Au reste, toute âme contient deux pôles, mais ils sont normalement complémentaires et non divergents. L'intérêt pratique de toutes ces considérations résulte du fait que nous vivons dans un monde qui, d'une part, tend à enlever aux hommes leur centre et d'autre part, leur propose, à la place du saint et du héros, le culte du génie. Or, celui-ci est trop souvent un homme sans centre qui remplace cette privation par une hypertrophie créatrice. Certes, il y a un génie qui est propre à l'homme normal, donc équilibré et vertueux, mais le monde de la culture et de l'art pour l'art accepte avec le même enthousiasme les normaux et les anormaux, ces derniers étant particulièrement nombreux, dans la mesure où les hommes géniaux peuvent l'être, dans ce monde de rêve ou de cauchemar que fut le XIXe siècle. Que les génies de ce centre aient souvent été des malheureux et des désespérés qui ont fini dans le désastre ne leur enlève aucun prestige dans l'opinion publique, mais au contraire, on les trouve d'autant plus intéressants et authentiques, et on se laisse attirer par la séduction, voire la fascination, qui émane de leur chant de sirène et de leur destin tragique. Prenons l'exemple d'un homme qui a deux hérédités, et partant deux centres équivalents, un qui est intellectuel et idéaliste, et un autre qui est matérialiste et jouisseur. Intellectuel, cet homme se forgera une philosophie, mais elle sera déterminée par son matérialisme et son amour des plaisirs. Matérialiste, il jouira de la vie en bon vivant, mais ses plaisirs seront intellectualisés. Il jouira donc en épicurien et en esthète. Et ce sera un homme insaisissable et inconséquent, dominé par le plaisir du moment, qu'il justifiera toujours par sa philosophie hédoniste. C'est là une des possibilités les plus dangereuses qui soit. Aussi, n'est-il pas étonnant que l'homme, à la fois génial et dépourvu d'un véritable centre, soit facilement psychopathe, et cela justement à cause d'un subjectivisme sans frein, qu'il s'agisse d'un artiste schizoïde,
d'un politicien paranoïaque ou d'une autre caricature de grandeur. On a beau admirer les qualités d'une œuvre brillante, son créateur peut avoir, en marge de son génie, un caractère parfaitement odieux. Les valeurs qu'il manifeste dans ses créations ou dans certaines d'entre elles ne révèlent alors que d'un seul compartiment de son psychisme scindé et hétéroclite, et non d'une personnalité homogène. En ce qui concerne le génie profane en soi, indépendamment de la question de savoir s'il est normal ou morbide, bon ou mauvais, il importe de savoir qu'il peut être le médium d'une qualité cosmique, d'un archétype de beauté ou de grandeur, et qu'en ce cas, il serait injuste de rejeter sa production. Il serait injuste également de la mépriser, pour la simple raison qu'elle ne relève pas de l'art traditionnel, comme inversement, ce serait pur parti pris que d'admirer une œuvre pour la seule raison qu'elle est traditionnelle ou sacrale, car elle peut être mal faite et manifester de l'intelligence autant que de la capacité. En un mot, les valeurs cosmiques ou les qualités esthétiques et morales peuvent se manifester incidemment dans n'importe quel climat humain, dans la mesure où il n'y met pas d'obstacle. Note de bas de page. Notons qu'il y a aussi, à part les modes supérieurs du talent ou du génie, modes dont relèvent également les grands musiciens et comédiens, les prodiges cérébraux, tels que les calculateurs et les joueurs d'échecs, ou les prodiges d'imagination et de vitalité tels que les grands aventuriers. Nous les mentionnons ici à cause de la catégorie phénoménale, et bien que ne produisant rien, ils restent en dehors de notre sujet. Retour au texte. Il faut donc y insister. Ce qui est blâmable chez le génie extériorisé et mondain, ce n'est pas forcément sa production, mais c'est le fait qu'il place son centre en dehors de lui, dans une œuvre qui, d'une certaine manière, le prive de son véritable noyau, ou se met à la place de celui-ci. Tel n'est pas le cas du génie non déterminé par l'humanisme. Chez un Dante, par exemple, ou chez un Virgile, l'œuvre fut la manifestation providentielle d'un centre immensément riche et profond, d'un génie, précisément, au sens idéal normatif et légitime du terme. Le critère de ce génie est somme toute que l'auteur s'occupe autant de son salut que de son œuvre et que celle-ci en porte la trace. Sans doute, en parlant de littérature, ce critère ne saurait apparaître dans chaque poésie, ni dans chaque conte, mais il s'applique à toute œuvre qui exige une longue lecture et qui doit compenser cet envahissement par un parfum spirituel et intériorisant. Tout écrivain ou artiste doit communiquer, outre son message littéral, des éléments de vérité, de noblesse et de vertu, sinon des idées eschatologiques. Le préjugé le plus sot et le plus pervers étant l'art pour l'art, lequel ne saurait se fonder sur quoi que ce soit. Sans conteste possible, c'est en dernière analyse le narcissisme humaniste, avec sa manie de la production individualiste et illimitée, qui est responsable d'une profusion somme toute bien inutile de talent et de génie. La perspective humaniste non seulement propose le culte de l'homme, mais aussi, et par là même, entend parfaire l'homme selon un idéal qui ne dépasse pas l'humain. Or, cet idéalisme moral n'a aucun avenir, du fait qu'il dépend entièrement d'une idéologie humaine. C'est un tel idéal qui veut que l'homme soit toujours productif et dynamique, d'où le culte du génie précisément. L'idéal moral de l'humanisme est inefficace, du fait qu'il dépend du goût du jour, ou de la mode si l'on veut. Note de bas de page. La perfection ostentatoire humaine de l'art classique ou académique n'a en effet rien d'universellement convaincant. Il y a longtemps qu'on s'en est aperçu, mais ce fut uniquement pour tomber dans l'excès contraire, à savoir le culte du laid et de l'inhumain, en dépit de quelques oasis intermédiaires, certains impressionnistes par exemple. Le classicisme d'un Casanova ou d'un Ingres ne convainc plus personne, mais ce n'est pas une raison pour n'admettre que les fétiches de Mélanésie. Retour au texte.
Car les qualités humaines, qui impliquent par définition la volonté de se dépasser, ne s'imposent qu'en fonction de quelque chose qui nous dépasse. De même que l'homme ne saurait avoir sa raison d'être en lui-même, de même ces qualités ne sauraient représenter une fin en soi. Ce n'est pas pour rien que la gnose déifiante exige les vertus. Une qualité ne s'impose qu'à condition de relever en dernière analyse de l'être nécessaire, non de la simple contingence, donc de ce qui est simplement possible. La contradiction initiale de l'humanisme, c'est que si tel homme peut se prescrire un idéal qui lui plaît, tel autre homme peut tout aussi bien, et pour la même raison, se prescrire un autre idéal, ou ne rien se prescrire du tout. En fait, l'humanisme anormaliste est presque aussi ancien que l'humanisme moraliste. Note de bas de page. Du côté plus ou moins traditionnaliste, on parle aussi d'hominisme, avec une intention réprobatrice, sans doute parce que le terme humanisme évoque des associations d'idées trop classiques, avec lesquelles on croit encore devoir se solidariser. Retour au texte. Après la candeur moralisante d'un Kant ou d'un Rousseau, survint l'ammoralisme aventureux d'un Nietzsche. On nous ne dit plus que l'humanisme, c'est la morale. On nous dit maintenant que la morale, c'est moi. Cette morale fut-elle absence de toute moralité? Voltaire souhaitait que chaque homme puisse être assis sous son figuier et manger son pain sans se demander ce qu'il y a dedans. Note de bas de page. C'est-à-dire sans se préoccuper du surnaturel, des mystères, bref, des choses humainement incontrôlables. Retour au texte. Nous citons de mémoire. Il entend, à l'abri de la tyrannie des dogmes et des prêtres, et il oublie totalement, en bon humaniste, que le brave homme dont il rêve est un fauve potentiel, donc que l'homme n'est pas forcément bon, et que la seule chose qui protège l'homme contre l'homme, ou les bons contre les mauvais, est précisément la religion, tyrannique ou non, et cela même si à son tour elle déchaîne quelques mauvais contre quelques bons, ce qui est inévitable, et ce qui est de beaucoup le moindre mal, comparé à ce qui serait un monde sans discipline religieuse, un monde livré aux seuls hommes, précisément. Puisqu'à la suite de notre thèse sur le centre humain, nous avons été amenés à évoquer cette possibilité ambiguë qu'est le génie, nous nous permettrons, sans vouloir nous enfoncer dans des impasses pas trop humaines, d'illustrer nos précédentes considérations par quelques exemples concrets. Cela n'est pas dans nos habitudes, mais notre sujet nous y oblige, plus ou moins. Le lecteur ne devra pas s'étonner si, dans ce qui va suivre, il entrera en quelque sorte dans un monde nouveau. Chez un Beethoven, qui pourtant n'avait rien de morbide, mais qui se situait fatalement sur le plan de l'humanisme, donc de l'horizontalité, en dépit du fait qu'il était croyant. Chez Beethoven, donc, nous constatons la disproportion caractéristique entre l'œuvre artistique et la personnalité spirituelle, caractéristique précisément du génie, issu du culte de l'homme, donc de la Renaissance et de ses suites. Il ne s'agit pas de méconnaître ce que beaucoup de motifs musicaux chez Beethoven ont de puissant et de profond, mais tout compte fait, une telle musique ne devrait pas exister. Elle extériorise et par là épuise des possibilités qui devraient rester intérieures et à leur manière contribuer à l'envergure contemplative de l'âme. Note de bas de page. Il est fort possible qu'un Ramakrishna, s'il avait entendu la 7e symphonie et s'il avait pu en saisir le langage musical, serait tombé en samadhi, ce qui lui arriva quand il vit pour la première fois un lion, ou lorsqu'on lui amena une bayadère. Mais nous doutons fort que, parmi les auditeurs de Beethoven, il y ait beaucoup de Ramakrishna, en sorte que l'argument n'a guère de valeur pratique en ce qui concerne la justification spirituelle et sociale d'une musique aussi extériorisée et communicative, et en fait, épée à double tranchant. Retour au texte. En ce sens, l'art de Beethoven est à la fois une indiscrétion et une dilapidation.
comme c'est le cas de la plupart des manifestations artistiques depuis la Renaissance. Note de bas de page. Alors que la musicalité chez un Bach ou un Mozart se manifeste encore avec une cristallinité sans faille, il y a chez Beethoven quelque chose comme une rupture de digue ou une explosion, et c'est justement ce climat de cataclysme qu'on apprécie. Retour au texte. N'empêche que, comparé à certains autres génies, Beethoven fut un homme homogène, donc normal, si l'on fait abstraction précisément de sa passion démiurgique d'extériorisation musicale. À côté des motifs qui ont toute la pure beauté des archétypes, il y a forcément chez Beethoven et ses successeurs, chez Wagner notamment, des traits qui dénotent la mégalomanie de la Renaissance et, partant, de l'idéalisme humaniste. Tout en étant sensible à tels motifs musicaux et à telle harmonie polyphonique qui les mettent en relief, on ne peut s'empêcher de constater le côté disproportionné et pesant de la production musicale dont il s'agit. Une mélodie peut être céleste, mais une symphonie ou un opéra, c'est trop. À noter cependant que la grande déviation du Cinquecento affecta beaucoup moins la musique et la poésie que la peinture, la sculpture et l'architecture. Aussi, le caractère mégalomane de telle musique moderne se réfère-t-elle, au fond, plus directement, au point de vue de l'affinité, aux arts plastiques de la Renaissance qu'à l'art musical de celle-ci. Note de bas de page. Chez Beethoven et d'autres Allemands, le titanisme de la lointaine Renaissance se combine avec le tonnerre de l'ancienne Germanie, et cela indépendamment de la présence d'une dimension quasi angélique, d'origine chrétienne. Retour au texte. Après avoir parlé de musique, passons à un autre exemple de création géniale, de caractère visuel cette fois-ci, mais également puissante et quasi volcanique, à savoir Rodin, héritier direct de la Renaissance, malgré l'écart des siècles. Bien que nous puissions accepter comme une expression pleinement légitime de l'art humain, ce dérivé charnel et tourmenté du naturalisme antique, force nous est de constater l'envergure titanesque de cet art dans ses productions les plus expressives. Comme dans les cas des artistes du XVIe siècle, tels un Michel-Ange, un Donatello, un Cellini, la force motrice est ici le culte sensuel du corps humain, combiné avec une perspective néo-païenne. Note de bas de page. Il y a une curieuse analogie entre le jugement dernier de Michel-Ange et la porte de l'enfer de Rodin. Dans les deux cas, la beauté sensuelle et tourmentée des corps voisine avec un climat de damnation, au lieu de communiquer la sérénité des rivages célestes, comme le font les divinités nues, et éventuellement amoureuses de l'Inde et de l'Extrême-Orient. Chez un Bourdelle et un Mayol, le naturalisme antique se trouve atténué. L'observation exacte dans l'art a certes ses droits, mais elle exige cet élément régulateur et en quelque sorte musical, qu'est la stylisation. L'art doit rester une écriture, mais une écriture lisible, donc avec divers abus de l'intelligence, et aussi avec le sens gréco-romain de la grandeur. Mais c'est la grandeur de l'homme, non celle de Dieu. Une des causes déterminantes de réclusion du génie dès la fin du XVIIIe siècle, mais surtout du XIXe, fut l'appauvrissement de l'ambiance, alors qu'autrefois, au Moyen Âge surtout, l'ambiance fut à la fois religieuse et chevaleresque, donc chargée de couleurs et de mélodies, si l'on peut dire. Le siècle philosophique et surtout de la Révolution enlevèrent au monde toute poésie surnaturelle, tout espace vital vers le haut. On fut de plus en plus condamné à une horizontalité, une profanité, une petitesse sans espoir. C'est ce qui explique, en partie ou dans certains cas, des cris de protestation, de souffrance et de désespoir, et aussi de nostalgie et de beauté. Si un Beethoven ou quelque autre grand créateur dans n'importe quel domaine de l'art avait vécu à l'époque de Charlemagne ou de Saint-Louis, leur génie aurait pu rester plus intérieur. Ils auraient trouvé des satisfactions et des consolations, et surtout des plans de réalisation plus conformes à ce qui fait la raison d'être
de la vie humaine. En un mot, ils auraient trouvé leur centre, ou ils auraient parfait en le surnaturalisant, celui qu'ils possédaient déjà. Frustrés d'un monde réel, d'un monde qui a un sens et permet des engagements libérateurs, bien des génies se créent un monde intérieur intense, mais extériorisé par le besoin de se manifester. Un monde fait de nostalgie et de grandeur, mais en fin de compte sans signification ni efficacité autre que celle d'une confession. Tel fut aussi le cas d'un Nietzsche, génie volcanique, s'il en est, ici encore, mais d'une façon à la fois déviée et démentielle. Il y a extériorisation passionnée d'un feu intérieur. Nous pensons ici non à la philosophie nietzschéenne, qui dans sa littérature est sans intérêt. Note de bas de page. Cette philosophie aurait pu être un cri d'alarme contre le péril d'un humanitarisme aplatissant et abattardissant, donc mortel pour le genre humain. En fait, elle fut un combat contre des moulins à vent, en même temps qu'une séduction des plus périlleuses. Retour au texte. Mais à l'œuvre poétique dont l'expression la plus intense est en partie le Zarathustra. Ce que ce livre, d'ailleurs fort inégal, manifeste avant tout, c'est la réaction violente d'une âme a priori profonde contre une ambiance culturelle médiocre et paralysante. Le défaut de Nietzsche, ce fut de n'avoir que le sens de la grandeur en l'absence de tout discernement intellectuel. Le Zarathustra est au fond le cri d'une grandeur piétinée, d'où l'authenticité poignante, la grandeur précisément de certains passages. Certes, non de tous, et surtout pas de ceux qui expriment une philosophie mi-machiavélique, mi-darwiniste, ou de la petite habileté littéraire. Quoi qu'il en soit, le malheur de Nietzsche, ou de celui d'autres hommes géniaux, comme Napoléon, fut d'être né après la Renaissance, et non avant, ce qui marque évidemment un aspect de leur nature, car il n'y a pas de hasard. Ce fut aussi le malheur d'un Goethe, génie équilibré, et à un certain point de vue, trop équilibré. Nous voulons dire par là qu'il a été victime de son époque, du fait que l'humanisme en général, et le kantisme en particulier, avait vicié sa tendance à une sagesse vaste et nuancée. Il devint ainsi fort paradoxalement le porte-parole d'une horizontalité parfaitement bourgeoise. Son Faust, qui débute au Moyen Âge et dont le mystère finit pour ainsi dire au XIXe siècle, est dans l'entropie, abstraction faite de l'apothéose terminale, qui jaillit du subconscient chrétien du poète, qui n'arrive pas à compenser le climat kantien et spinozide de l'œuvre. N'empêche qu'il y a incontestablement de l'envergure dans la substance humaine de Goethe, une envergure qui se manifeste par l'allure à la fois altière et généreuse de son esprit. Note de bas de page. Nous trouvons les mêmes traits chez Schiller, avec un accent quelque peu différent. Aussi est-il inadmissible de couvrir de sarcasme l'idéalisme pathétique de ce poète, comme c'est maintenant la mode dans les pays allemands, car il y avait chez lui une élévation morale et un sens de la grandeur tout à fait authentique, dont témoignent notamment ses ballades. Retour au texte. Et aussi d'une façon plus intime, dans celle de ses poésies, où il se fait le médium, entre guillemets, de l'âme populaire, de l'Allemagne médiévale en somme. Il prolonge ainsi le lyrisme printanier et délicat d'un Walter von Vogelweide, comme si le temps s'était arrêté. Un type particulièrement problématique du talent détourné de sa vraie vocation est le romancier. Alors qu'au Moyen Âge les romans s'inspiraient encore de mythes, de légendes, d'idéaux religieux et chevaleresques, à partir d'une certaine époque, ils devinrent de plus en plus profanes. Note de bas de page. Cervantes est, à certains égards, une exception, non la seule sans doute, du fait que son œuvre véhicule des éléments de philosophie et de symbolisme qui font penser à Shakespeare. Comme genre littéraire, le théâtre est beaucoup moins problématique que le roman, ne serait-ce qu'à cause de son caractère plus discipliné et moins accaparant. Les pièces de Calderon prolongent les mystères du Moyen Âge, à divers degrés, et exerçant une fonction didactique
et spirituel, à l'instar des tragédies antiques, qui étaient censées provoquer une catharsis. Retour au texte, voire bavard et insignifiant. Leurs auteurs, au lieu de vivre leur propre vie, vivaient successivement les vies de leurs personnages imaginaires. Un Balzac, un Dickens, un Tolstoï, un Dostoïevski vivaient en marge d'eux-mêmes. Ils donnaient leur sang à des fantômes et ils incitaient leurs lecteurs à faire de même, à rater leur vie en s'enfonçant dans celle des autres, avec la circonstance aggravante que ces autres ne furent ni des héros, ni des saints, et que du reste, ils n'ont jamais existé. Ces remarques peuvent s'appliquer à tout cet univers de rêve qu'est la culture. À force d'opium littéraire, de chants de sirènes, d'objectivations vampirisantes et pour le moins inutiles, on vit en marge du monde naturel et de ses exigences, et partant en marge ou à l'antipode de la seule chose nécessaire. Le XIXe siècle, avec ses romanciers bavards et irresponsables, ses poètes maudits, ses créateurs d'opéras empoisonneurs, ses artistes malheureux, bref, avec toutes ces inutiles idolâtries et toutes ces impasses de désespoir, le XIXe siècle, disons-nous, devait fatalement s'écraser contre un mur, fruit de sa propre absurdité. Aussi, la Première Guerre mondiale, note de bas de page, dont la Seconde Guerre mondiale ne fut qu'une suite attardée et le point final. Retour au texte. Fut-elle pour la Belle Époque ce que fut le naufrage du Titanic pour la société élégante et décadente qui se trouvait à bord, ou ce que fut Reading Hall pour Oscar Wilde, analogiquement parlant? Comme d'autres écrivains ou artistes, Wilde offre des valeurs isolées. Nous pensons ici à ses contes. Note de bas de page. Les meilleurs contes relèvent de la poésie plutôt que du roman. Ce sont en somme des poèmes en prose, inspirés de ces modèles traditionnels à l'intention initiatique que sont les contes populaires. Faisons remarquer qu'Andersen n'a pas l'envergure de Wilde, mais il a le mérite d'avoir une âme d'enfant. Retour au texte. Qu'on aimerait voir dans un autre contexte général, mais dont on peut dire, au moins, qu'une beauté communique toujours une goutte de rosée céleste, et ne serait-ce qu'un instant. Devinant chez lui une dimension mystique, le culte de la beauté n'en était qu'une ombre dorée. On a pitié de l'auteur, et on aimerait le sauver de son côté morbide et futile. Note de bas de page. Ou le sauver de lui-même, car il personnifia la tragique trajectoire, ou le cycle total du plaisir quasi divinisé, de l'hédonisme raffiné et intellectualisé qui voulait se vivre jusqu'à sa conséquence ontologique inéluctable. Dès que la jouissance est prise pour une fin en soi, elle débouche fatalement sur le suicide qu'elle porte en elle-même, en l'absence d'une dimension verticale et spirituelle qui, en la surnaturalisant, lui permettrait la permanence des archétypes. Retour au texte. On a en tout cas le droit de penser que sa conversion in extremis après tant de cruelles épreuves fut une rencontre avec la miséricorde. Nous pouvons avoir le même sentiment dans plusieurs cas analogues, où le rejet et l'espoir l'emportent sur le malaise, voire l'irritation. Parmi les cas classiques d'individualisme autodestructif, nous pouvons mentionner le poète Lenot, mi-allemand, mi-hongrois, qui personnifie le drame d'un narcissisme pessimiste sombrant dans la mélancolie et la démence. De tels destins sont presque inconvenables en climat religieux et traditionnel, aussi inconcevables que le phénomène général d'une culture se présentant comme une fin en soi. Sans doute, la tristesse a ses beautés. Elle évoque des nostalgies qui, en nous purifiant, nous dépassent, et par conséquent des rivages qui échappent à la décevante étroitesse de nos rêves terrestres, ce dont témoigne le lyrisme de la Vita Nuova. La tristesse a le droit de relever du chant d'Orphée, mais non de celui des sirènes. Note de bas de page. Aussi, saint François de Sales, qui ne manquait certes pas de sensibilité, a pu dire qu'un saint triste est un triste saint,
Il pensait alors à une mélancolie qui ronge les vertus théologales, précisément. La flûte de Krishna est l'image même de la nostalgie ascendante, non descendante, douceur de salvation, non de perdition. Retour au texte. Il y a aussi les peintres malheureux et porteurs de certaines valeurs incontestables, sans quoi il ne vaudrait pas la peine d'en parler, tels Van Gogh et Gauguin. Ici encore, les qualités sont partielles, en ce sens que le manque de discernement et de spiritualité se fait sentir, du moins dans certaines figures, en dépit du prestige du style. Note de bas de page. Ne pas oublier, mais les modernistes ne l'admettront jamais, que le choix du sujet fait partie de l'art, et que le sujet, loin d'être l'anecdote, comme on le prétend sottement, est la raison d'être de l'œuvre. En fait, les sujets des portraitistes manquent trop souvent d'intérêt et, partant, n'ont rien à communiquer. Les paysagistes ont la chance d'échapper à cet écueil. Retour au texte. Mais ce qui nous importe ici est moins la valeur de tel style pictural que le drame, typique pour l'Occident moderne d'hommes normalement intelligents, qui vendent leur âme à une activité créatrice que personne ne leur a demandé et dont nul n'a besoin. Eux-mêmes, pas davantage que d'autres, qui font de leur art profane et individualiste une religion, et qui, pour ainsi dire, meurent martyrs pour une cause qui n'en vaut pas la peine. On rencontre dans tous les arts le type de génie qui, tel un feu d'artifice, se consomme en une seule œuvre significative, ou en deux, ou en trois œuvres nées d'un même sujet. C'est le cas d'un Bizet, médium, si l'on peut dire, de l'âme hispano-provençale, ou plus particulièrement du romantisme à la fois passionné et tragique de la tauromachie, avec des accents qui, en dernière analyse, remontent à la chevalerie héroïque et au lyrisme des troubadours, ce dont la grande majorité des auditeurs n'a guère conscience. Pour en revenir à la littérature et à ses aspects les moins réjouissants, un Ibsen et un Steinberg sont les types mêmes du talent qui entend se faire le porte-parole d'une thèse excessive, révolutionnaire, subversive et au plus haut degré individualiste et anarchique. Au XIXe siècle, ce fut comme un titre de noblesse d'être original à ce prix. Et après moi, le déluge. Ce genre de talent ou de génie, suivant les cas, fait penser à des enfants qui jouent avec du feu, ou à l'apprenti sorcier de Goethe. On joue avec tout, avec la religion, l'ordre social, l'équilibre mental, pourvu que l'originalité soit sauve. Une originalité qui, rétrospectivement, se dévoile comme une parfaite banalité, car il n'y a rien de plus banal qu'une mode, fût-elle tonitruante. Une remarque générale s'impose ici, indépendamment des considérations immédiatement précédentes. Notre intention n'est pas et ne peut pas être de présenter un tour d'horizon d'art et de littérature, en sorte qu'il n'y a pas lieu de poser la question pourquoi nous ne mentionnons pas tel ou tel génie particulièrement en vue. Un Victor Hugo, par exemple, si nous n'avons pas parlé de ce porte-parole somptueux et prolixe du romantisme français, c'est parce que ni sa personnalité, ni son destin ne sauraient motiver de notre part un commentaire substantiel. Et la même remarque peut s'appliquer à toute autre célébrité typologiquement équivalente. Nous ne dirons donc rien de très particulier, en relevant à cette occasion que l'auteur des Orientales, comme tant d'autres créateurs d'art, ne vit que par ses productions et qu'il s'enfle et en fin de compte se durcit dans cette projection passionnée de lui-même. Tout cela en enfermant ses lecteurs dans une intense et désespérante horizontalité, et en leur inculquant une fausse idée de la grandeur humaine, ou de la grandeur tout court. Par voie de conséquence, l'humanisme, en devenant humanitarisme, implique également une idée fausse de l'humaine misère, dont on se garde bien de percevoir toute l'étendue eschatologique. Une idée qui, en plus, débouche volontiers sur la démagogie. On sait par expérience que l'idéalisme mégalomane fait bon ménage chez les porte-bannières de l'humanisme intégral, avec la petitesse morale, et cela sur le plan politique notamment.
Au demeurant, ce monde fragile et quasi onirique du génie tout profane de la culture a tout juste duré 2 siècles. Né plus ou moins au milieu du XVIIIe siècle, il est mort environ au milieu du XXe, après s'être déployé comme un feu d'artifice au siècle dernier, lui qui se croyait éternel. Avec les protagonistes meurt le public, et avec le public, les protagonistes. On objectera sans doute que le flux de la culture continue, puisqu'il y a toujours de nouveaux écrivains et de nouveaux artistes, quelle que puisse être leur valeur ou non-valeur. Cela est vrai, mais ce n'est plus la même culture. Vivant l'oubli, ce n'est plus la culture qui, au contraire, vivait de souvenirs. Un secteur particulièrement problématique de la culture à arrière-plan humaniste est la production philosophique où la prétention naïve et l'ambition impie se mêlent des affaires de la vérité universelle, ce qui est gravissime. Sur ce plan, le désir d'originalité est un des péchés les moins pardonnables. Cependant, outre qu'il ne faut pas confondre l'habileté avec l'intelligence, il y a de l'intelligence partout, et c'est un truisme de faire valoir qu'il arrive au dernier des philosophes de dire des choses qui ont un sens. Indépendamment de cet aspect de la question, il est pour le moins paradoxal que ceux que l'on qualifie volontiers de penseurs ne sont pas toujours ceux qui savent penser. Il s'en faut de beaucoup, et qu'il est des hommes qui se sentent la vocation de penser précisément parce qu'ils ne sauraient évaluer tout ce que cette fonction implique. Pour ce qui est des doctrines, et c'est là un point de vue totalement différent, il faut reconnaître que la philosophie profane bénéficie parfois, et sous un certain rapport, même assez souvent, de circonstances atténuantes, du fait que les insuffisances de la théologie courante et les isanies confessionnelles provoquent à bon droit des doutes et des réactions, en sorte que les philosophes sont plus ou moins des victimes, du moins dans la mesure de leur sincérité. Car les vérités de la Philosophia Perennis, largement méconnues par les théologiens moyens, exigeant dans l'esprit humain quelque chose qui les remplace, ce qui explique non certes tous les phénomènes de la pensée moderne, mais cet aspect les plus respectables ou les plus excusables. Note de bas de page. Abstraction faite des cas de négligence coupable, dans le cas de théologiens libéraux par exemple. Tout le monde ne croit pas devoir s'enfoncer dans les méandres de la scolastique, d'autant que celle-ci n'est pas acceptée par l'Église d'Orient, pourtant strictement traditionnelle, ni par les protestants qui entendent s'en tenir à l'Écriture. Retour au texte. Mais il y a aussi, au-delà des vaines fluctuations de la pensée spécifiquement profane, le renouveau spiritualiste d'un Maine de Biran, dont nous ne saurions méconnaître les mérites, sans parler des prolongements de l'ancienne théosophie, chez un Saint-Martin et un Bader, et particulièrement chez un Schelling. Pour en revenir au flot de la littérature philosophique, et c'est bien à ce flot que pourrait s'appliquer la dialectique hegelienne, la plus grave reproche que nous pourrions faire à la moyenne des penseurs est le manque d'intuition du réel et par conséquent le manque de sens des proportions, ou la myopie et la désinvolture avec laquelle il manie les plus graves questions que peut concevoir l'intelligence humaine et auxquelles des siècles ou des millénaires de conscience spirituelle ont donné la réponse. Il vaut peut-être la peine de mentionner dans ce contexte un phénomène aussi déplacé qu'irritant, à savoir le philosophe, ou soi-disant tel, qui croit pouvoir étayer ses thèses aberrantes au moyen de romans et de pièces de théâtre, ce qui revient à inventer des histoires de fous pour prouver que 2 et 2 font 5, ce qui est bien caractéristique d'une mentalité qui ne voit pas l'absurdité d'un refus de l'intelligence par l'intelligence. C'est comme si on paraphrasait à l'envers le cogito ergo sum de Descartes, en postulant pratiquement que je suis, donc je ne pense pas. Normalement, la vocation de penseur est synonyme de sens des responsabilités. L'art de penser n'est pas la même chose que la joie de vivre. Qui veut savoir penser doit savoir mourir. Il est un côté de la culture bourgeoise qui en dévoile toute la petitesse.
C'est son aspect de roulement conventionnel, de manque d'imagination, bref, d'inconscience et de vanité. On ne se demande pas un instant à quoi bon tout cela. Aucun auteur ne se demande s'il vaut la peine d'écrire une nouvelle histoire après tant d'autres histoires. On semble en écrire simplement parce que d'autres en ont écrit, et parce qu'on ne voit pas pourquoi on ne le ferait pas, et pourquoi on ne gagnerait pas une gloire que d'autres ont gagnée. Note de bas de page. Être célèbre et être aimé, comme le disait Balzac. Retour au texte. C'est un perpetuum mobile que rien ne peut arrêter, sauf une catastrophe, ou moins tragiquement, la disparition progressive des lecteurs. Sans public, point de célébrité. Nous l'avons dit plus haut. Note de bas de page. Un Léon Bloy a beau s'accrocher aux cordes de sauvetage de la religion, son imagination ne s'en trouve pas moins enfermée dans l'univers clos de la littérature, et il perd son temps à arroser de flèches ses confrères et complices. Dans trop de cas, la croyance religieuse est étrangement peu de pouvoir sur l'imagination, ce qui est encore un effet de l'humanisme immanent. Retour au texte. Et ceci est arrivé dans une certaine mesure. On ne lit plus d'anciens auteurs dont le prestige paraissait assuré. Le grand public a d'autres besoins, d'autres ressources et d'autres distractions, fussent-elles des plus basses. La culture, c'est de plus en plus l'absence de culture, la manie de se couper de ses racines et d'oublier d'où l'on vient. Une des raisons subjectives de ce que nous pouvons appeler le roulement culturel est que l'homme n'aime pas se perdre tout seul, qu'il aime par conséquent trouver des complices pour une perdition commune. C'est ce que fait la culture profane, inconsciemment ou consciemment, mais non innocemment. Car l'homme porte au fond de lui-même l'instinct de sa raison d'être et de sa vocation. On a souvent reproché aux civilisations orientales leur stérilité culturelle, c'est-à-dire le fait qu'elles ne comportent pas un fleuve habituel de production littéraire, artistique et philosophique. Nous croyons pouvoir nous dispenser à présent de la peine d'en expliquer les raisons. Encore plus détestable que le conventionnalisme dépourvu d'imagination est la manie du changement avec les infidélités répétées qu'elle implique. C'est le besoin de brûler ce qu'on a adoré et éventuellement d'adorer ce qu'on a brûlé. Note de bas de page. C'est exactement ce que fit la Renaissance en brûlant le Moyen Âge symboliste et en adorant l'Antiquité naturaliste. Retour au texte. Classicisme, romantisme, réalisme, naturalisme, symbolisme, roman psychologique, roman social, et ainsi de suite. Le plus étrange dans tout cela, c'est qu'à chaque nouvelle étape, on cesse de comprendre ce qu'auparavant on avait parfaitement compris, ou on feint de ne plus le comprendre, de peur de rester en arrière. On est bien obligé de se souvenir encore de Racine, de Corneille, de Molière, surtout dont on sait toujours qu'il est drôle, ou de Pascal, dans le contexte de la culture, précisément. On est obligé aussi d'accepter La Fontaine et Perrault, à cause des enfants, mais bien peu nombreux sont ceux qui connaissent et apprécient encore une Louise Labbé, dont les sonnets ne les cèdent en rien à ceux de Pétrarque, de Michel-Ange et de Shakespeare, sans quoi un poète aussi raffiné que Rilke ne se serait pas donné la peine de les traduire et d'en faire des chefs-d'œuvre nouveaux. Sans doute, l'homme peut se lasser d'une chose dont il s'est trop occupé, ou dont il s'est occupé d'une façon trop superficielle, mais il ne s'ensuit pas qu'il ait le droit de la mépriser, surtout s'il n'y a rien en elle qui autorise ni la lassitude, ni le mépris. La lassitude elle-même peut être le signe d'une mentalité faussée, et la tendance à la raillerie arbitraire l'est certainement. Car si nous avons assez d'une chose, à tort ou à raison, nous n'avons qu'à nous occuper d'une autre, rien ne nous oblige à la vilipender. Qui s'est trop occupé d'Aristote peut aller jouer du violon. Mais c'est un fait, comme dit Schiller, que le monde aime noircir ce qui rayonne et traîner dans la poussière le sublime.
Alors que les littératures et les arts traditionnels manifestent tout leur mode et toute leur diversité d'une manière simultanée, avec néanmoins des différences d'accentuation suivant les époques, l'Occident, depuis la Renaissance, manifeste ses modes culturels d'une manière successive, en suivant une route hérissée d'anathématisation et de glorification. La raison en est, en dernière analyse, une profonde hétérogénéité ethnique, c'est-à-dire une certaine incompatibilité, chez les Européens, entre les esprits ariens et sémites, d'une part, et entre les mentalités romaines et germaines, d'autre part. Donc, une situation qui équivaut sous un rapport déterminé à ce que les hindous appellent un mélange de castes, avec la différence toutefois que les éléments constitutifs ne sont pas hiérarchisés, mais simplement disparates, l'Occident étant par surcroît plus individualiste que l'Orient. Un trait caractéristique de la culture occidentale depuis le Moyen Âge finissant est, du reste, une certaine féminisation. À l'extérieur, le costume masculin manifeste en effet, du moins dans les classes supérieures et surtout chez les princes, un besoin excessif de plaire aux femmes, ce qui est révélateur, tandis que dans la culture, en général, nous pouvons observer un accroissement de la sensibilité imaginative et émotive. Bref, une expressivité qui, à rigoureusement parler, va trop loin et mondanise les âmes au lieu de les intérioriser. La cause lointaine de ce trait pourrait être en partie le respect qu'avaient, selon Tacite, les Germains pour la femme, respect que nous sommes fort loin de blâmer, mais ce trait tout à fait normal et louable eût été sans conséquence problématique s'il n'y avait pas eu un autre facteur beaucoup plus déterminant, à savoir la scission chrétienne de la société en clerc et laïque. De ce fait, la société laïque devenait une humanité à part qui croyait de plus en plus avoir droit à la mondanité, dans laquelle la femme, qu'elle le veuille ou non, joue évidemment un premier rôle. Note de bas de page. Un signe de cette autocratie laïque est que la mondanité qui en résulte est, parmi la manifestation vestimentaire, le décolleté des femmes, déjà blâmé par Dante, et paradoxal, non seulement au point de vue de l'ascétisme chrétien, mais aussi au point de vue du légalisme sémitique, lequel ignore précisément la distinction entre clerc et laïc, puisqu'il sacralise la société entière. Ce n'est pas le phénomène de la dénudation qui étonne ici, car il existe légitimement dans l'hindouisme et ailleurs, mais c'est le fait que ce phénomène se produise en milieu chrétien. On pourrait dire aussi que la frivolité des mœurs laïques, les bals notamment, fait pendant au rigorisme exagéré des couvents, et que cette disparité trop ostentatoire marque un déséquilibre fauteur de toutes sortes d'oscillations subséquentes. Dans l'Inde, le Maharaja couvert de perles et le yogi couvert de cendres sont certes dissemblables, mais ils sont tous deux des images divines. Retour au texte. Nous mentionnons cet aspect de la culture occidentale parce qu'il explique une certaine allure du génie extériorisé et hypersensible, et n'oublions pas d'ajouter que tout cela relève du mystère d'Ève et non celui de Marie, lequel relève de la Maya ascendante. Il faut réagir contre le préjugé qui veut que tout homme de génie, fût-il le savant le plus émérite, soit nécessairement intelligent, et qu'il suffise qu'un Einstein soit intelligent en mathématiques pour qu'il le soit également en d'autres domaines, en politique par exemple, ce qui en fait ne fut nullement le cas. Il est des hommes qui sont géniaux dans un seul domaine, et qui sont d'autant moins doués sous d'autres rapports. Des exemples du génie fragmentaire, unilatéral et asymétrique, disproportionné, nous sont fournis surtout par ceux des écrivains ou artistes, et ils sont nombreux, qui compensent leur sublimité créative par un caractère trivial ou même odieux. Dans un monde normal, on se passerait volontiers de leur création et du poison caché qu'elles contiennent et transmettent dans la plupart des cas. Non dans tout cas, puisqu'il y a là possibilité de la médiumité intermittente. Nous voyons bien chez des hommes plus ou moins géniaux une brillante intelligence,
sans aucun rapport, ni avec la vérité métaphysique, ni avec la réalité eschatologique. Or, la définition de l'intelligence intégrale ou essentielle, donc efficace, est bien l'adéquation au réel, à la fois horizontale et verticale, terrestre et céleste. Une conscience qui n'a ni le sens des priorités, ni celui des proportions, n'est pas réellement de l'intelligence. C'en est tout au plus un reflet sur le miroir mental, et nous voulons bien admettre qu'on l'appelle intelligence, en un sens tout relatif et provisoire. Le théâtre, où s'exerce le discernement humain, peut être des plus limités, mais l'activité mentale dont il s'agit est néanmoins toujours du discernement. Inversement, il arrive que l'homme spirituellement, donc fondamentalement, intelligent, manque pratiquement d'intelligence sur le plan des choses terrestres, ou de certaines d'entre elles. Mais c'est parce que, à tort ou à raison, il n'arrive pas à s'y intéresser. Note de bas de page. Nous n'exagérons rien en disant que, pour certains, les hommes les plus intelligents sont les prix Nobel de la physique. En face de telles énormités, il est bien pardonnable de dire des choses qui risquent d'être des truismes. Retour au texte. Pour en revenir au poète, il est impossible de nier que les pièces d'un Monterland sont fort intelligentes à leur façon, mais le fait que l'auteur, d'un caractère excessivement inégal et contradictoire, note de bas de page. Le sens de la vie humaine est la sanctification, sans quoi l'homme ne serait pas l'homme. Ouvrez les guillemets. La vie n'est plus digne de moi. Fermez les guillemets. A cru pouvoir dire un poète, pour le moins individualiste, qui refusait une épreuve. Alors que tout homme devrait dire d'emblée, ouvrez les guillemets, je ne suis pas digne de la vie. Fermez les guillemets, en acceptant l'épreuve pour s'en rendre digne. Car être digne de la vie, c'est pour l'homme être digne de Dieu, sans oublier pour autant que Domine non sum dignus, ce qui exprime un autre rapport. Retour au texte. Dans cet ordre d'idées et abstraction faite de la question d'orgueil, nous pourrions aussi nous exprimer ainsi. D'une certaine façon, ce fut très intelligent de la part des Grecs et de leurs émules d'avoir représenté le corps humain dans toute son exactitude et dans toute sa contingence. Mais, plus fondamentalement, ce fut fort peu intelligent de leur part de s'être donné cette peine et d'avoir négligé d'autres modes d'adéquation. Ce précisément que développèrent les hindous et les bouddhistes. L'intelligence en soi est avant tout le sens des priorités et des proportions, ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut, ce qui implique, a priori, le sens de l'absolu et la hiérarchie de valeurs correspondantes. Donc, ni l'efficacité en tel domaine, ni le phénomène du génie ne s'identifient nécessairement avec l'intelligence en soi. Une autre erreur d'appréciation à réfuter est la manie de voir du génie là où il n'y en a pas. C'est confondre le génie avec l'extravagance, le snobisme, le cynisme, l'outrecuidance, et c'est chercher un objet d'adoration parce qu'on n'a plus de Dieu. Ou encore, c'est s'adorer soi-même dans une projection factice et illusoire, ou c'est tout simplement aduler le vice et les ténèbres. Rien n'est plus facile que d'être original moyennant un faux absolu, et cela l'est d'autant plus quand cet absolu est négatif, car détruire est plus facile que construire. L'humanisme, c'est le règne de l'horizontalité, soit naïve, soit perfide, comme c'est par là même la négation de l'absolu. C'est également la porte ouverte à une multitude d'absoluités factices, souvent négatives, subversives et destructives par surcroît. Il n'est pas trop difficile d'être original avec de telles intentions et de tels moyens. Il suffisait d'y penser. Remarquons que la subversion englobe non seulement les programmes philosophiques et moraux destinés à saper l'ordre normal des choses, mais aussi en littérature et sur un plan apparemment anodin, tout ce qui peut satisfaire une curiosité malsaine, à savoir tous les récits fantasques, grotesques, lugubres, noirs, donc sataniques, à leur façon, et propres à prédisposer les hommes à tous les excès et à toutes les perversions. C'est là le côté sinistre du romantisme.
Sans avoir la moindre crainte d'être enfant, ni le moindre souci d'être adulte, nous nous passons volontiers de ces sombres insanités, et nous sommes pleinement satisfaits de Blanche-Neige et de La Belle au bois dormant. Le réalisme littéraire est proprement subversif du fait qu'il prétend réduire la réalité aux plus viles contingences de la nature ou du hasard, au lieu de la ramener au contraire aux archétypes et partant aux intentions divines. Bref, à l'essentiel que tout homme normal devrait percevoir sans peine et que tout homme perçoit dans l'amour notamment, ou à l'égard de tout phénomène qui suscite l'admiration. C'est d'ailleurs la mission de l'art d'abstraire les écorces, afin de dégager les noyaux, de distiller les matières jusqu'à en extraire les essences. La noblesse n'est rien d'autre que la disposition naturelle à cette alchimie, et cela sur tous les plans. Pour ce qui est de la subversion, sur le plan des idéologies, il n'y a pas seulement celles qui sont franchement pernicieuses, donc négatives, malgré leur masque. Il y a aussi celles qui sont formellement positives, plus ou moins, mais limitatives et empoisonnantes, et finalement destructives à leur manière, telles le nationalisme et autres fanatismes narcissiques, la plupart, sinon toutes, aussi éphémères que myopes, et les pires parmi les faux idéalismes, sont à certains égards ceux qui annexent et frelatent la religion. Mais revenons à la question de l'originalité que nous avons abordée plus haut. Pour définir la véritable originalité, nous dirons ce qui suit. L'art, au sens le plus vaste, est la cristallisation de valeurs archétypes, non la copie telle quelle des phénomènes de la nature ou de l'âme. C'est pour cela que les termes réalité et réalisme ont dans l'art un sens autre que dans les sciences, lesquelles enregistrent les phénomènes sans dédaigner les contingences accidentelles et insignifiantes, alors que l'art, au contraire, nous l'avons dit, opère par abstraction afin d'extraire l'or de la matière brute. L'originalité positive ne saurait surgir de notre désir. Elle provient de la combinaison entre notre ambiance traditionnelle et notre personnalité légitime, combinaison ensemencée par les archétypes susceptibles de s'y manifester et enclins à le faire. En un mot, l'art est la recherche et la révélation du centre, en nous-mêmes comme autour de nous. À l'antipode du faux génie qu'on exalte se situe le vrai génie qu'on ignore. Parmi les hommes célèbres, Lincoln en est un exemple, qui doit une grande partie de sa popularité au fait que l'on prenait et que l'on prend encore pour l'incarnation de l'Américain moyen, aussi moyen que possible, ce qu'il ne fut absolument pas, et qu'il ne pouvait être, précisément parce qu'il fut un homme de génie, et un homme dont l'intelligence, la capacité et aussi la noblesse de caractère dépassaient de beaucoup le niveau de la moyenne. Note de bas de page. Nous aimerions mentionner dans ce contexte la grandeur d'âme d'un autre homme d'État, Chiang Kai-shek. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il fit une déclaration pour enjoindre à ses compatriotes de ne pas haïr le peuple japonais, ce qui fut un geste d'une lucidité et d'un courage inouï, non en soi, car il n'existe pas de peuple haïssable, mais eut égard aux données de la nature humaine et aux circonstances. Retour au texte. Un autre cas est assez étrange du génie en pleine possession de son centre est Gandhi. Cas étrange, disons-nous, parce qu'il semble être un cas limite au point de vue de la sainteté. Techniquement parlant, Gandhi peut entrer sans doute dans la catégorie des saints. Traditionnellement parlant, la question reste ouverte. Du côté contre, il faut mentionner ses idées en partie trop libérales, voire tolstoïennes, bien que, en dépit de certaines réserves, il ne rejeta ni le Veda, ni les castes. Du côté pour, on peut faire valoir sa pratique du Japa Yoga, ce qui est un argument au point de vue traditionnalité, non sainteté tout court. Nous prenons acte ici du phénomène, sans vouloir trancher la question d'une façon péremptoire. Il s'agit en tout cas d'une possibilité caractéristique de la période cyclique que nous vivons, période d'ambiguïté, de paradoxe et aussi d'exception, étant donné que
Gandhi ne fonda rien et n'eut pas de disciples au sens rigoureux du terme, la question de son degré de spiritualité, nous le répétons, peut rester sans réponse. Note de bas de page. Mais nous devons insister formellement sur le facteur que nous venons de signaler, à savoir que Gandhi n'exerça pas la fonction de maître spirituel. Notre tolérance ne saurait donc ouvrir la porte à aucune irrégularité technique. Retour au texte. La question du génie normal, non conditionné par quelque abus culturel, nous permet de passer aux considérations suivantes, qui, dans ce contexte, ont leur importance. L'argument raciste que les Blancs, et parmi eux les Européens, ont plus de génie que les autres races, perd évidemment beaucoup de sa valeur, pour dire le moins, à la lumière de ce que nous avons dit de l'humanisme et de ses conséquences. Car il saute aux yeux que ni une hypertrophie, ni une déviation ne constituent une supériorité intrinsèque. Toutefois, en considérant le génie sous son aspect naturel et légitime, on a le droit de se demander si ce phénomène se rencontre aussi chez les peuples sans écriture, étant donné qu'ils ne semblent pas en fournir d'exemple. Nous répondrons sans hésitation que le génie est dans la nature humaine et qu'il doit pouvoir se produire partout où il y a des hommes. De toute évidence, la manifestation du génie dépend des matériaux culturels qui sont à la disposition d'un groupe racial ou ethnique. Comme ces matériaux sont relativement pauvres chez les peuplades dont il s'agit, les manifestations du génie doivent être d'autant plus insaisissables et exposées à l'oubli, sauf dans les légendes et les expressions proverbiales. Note de bas de page. Tout homme n'est pas fils de Gaïka, disent les Zoulous, ce qui évoque le souvenir d'un chef particulièrement doué et glorieux, mais disparu dans la nuit des temps. Retour au texte. Les ethnies sans écriture ont 3 genres de manifestations géniales à leur disposition, en accord avec leur genre de vie, à savoir, premièrement, le génie guerrier et royal, deuxièmement, le génie oratoire et épique. Note de bas de page. Il y eut parmi les orateurs peaux-rouges de vrais Démosthènes. Quelques-uns de leurs discours, en entier ou par fragments, ont été conservés par écrit. Ils frappent par leur langage droit, généreux et pathétique. Retour au texte. Et troisièmement, le génie contemplatif. Mais celui-ci laisse rarement des traces, alors que les 2 types précédents en laissent plus facilement. Le second surtout. Si ces ethnies n'ont pas le sens de l'histoire, c'est pour la même raison pour laquelle elles n'ont pas d'écriture. Toute leur conception de la vie est pour ainsi dire enracinée dans un éternel présent, et dans un flux des choses où l'individu ne compte pour rien, le temps étant un mouvement spiroïdal autour d'un centre invisible et immuable. Un facteur qu'il ne faut pas perdre de vue quand on s'étonne du manque de culture chez les peuplades sans écriture, c'est que pour celles-ci, la nature environnante fournit toute la nourriture dont l'âme a besoin. Ces ethnies n'éprouvent aucun besoin de superposer aux richesses et aux beautés de la nature des richesses et des beautés surgies de l'imagination et de la créativité des hommes, d'écouter le langage humain plutôt que le langage du grand esprit. Note de bas de page. Remarque d'un chef sioux après la visite d'un musée des beaux-arts. Ouvrez les guillemets. Vous, les Blancs, vous êtes des hommes étranges. Vous détruisez la beauté de la nature, puis vous barbouillez une planche de couleur, et vous appelez cela un chef-d'œuvre. Fermez les guillemets. Retour au texte. D'une part, le manque de culture citadine peut assurément être le fait d'une dégénérescence, mais d'autre part, ce manque peut s'expliquer par une perspective particulière et un libre choix. Les 2 causes pouvant évidemment se combiner. Ne pas perdre de vue que le sannyasin hindou, qui vit dans la forêt, ne se préoccupe pas de culture, pas plus que n'importe quel ermite chrétien, ce qui n'est pas un critère absolu, mais ce qui a tout de même son importance. Car il faut bien considérer ceci. Les merveilles des basiliques et des cathédrales, des iconoclastes et des retables, de même que les splendeurs de l'art bouddhique tibéto-mongol et japonais, ou avant lui, celles de l'art hindou, sans oublier les sommets des littératures correspondantes,
Tout ceci n'existait pas aux époques primitives de ces diverses traditions, époques qui, précisément, furent les âges d'or de cet univers spirituel, si bien que les merveilles de la culture traditionnelle apparaissent comme les chants du cygne des messages célestes, dans la mesure où le message risque de se perdre, ou se perdre effectivement, on éprouve le besoin, et le ciel lui-même l'éprouve, d'extérioriser glorieusement tout ce que les hommes ne sont plus capables de percevoir en eux-mêmes. Il fallait que, désormais, des choses extérieures replacent aux hommes où est leur centre. Il est vrai qu'en principe, c'est là le rôle de la nature vierge, mais en fait, le langage de celle-ci n'est saisi que là où elle assume traditionnellement la fonction de sanctuaire. Note de bas de page. Chez les anciens Aryens, de l'Inde jusqu'à l'Irlande, excepté plus ou moins chez les Méditerranéens des temps historiques, et de nos jours encore chez les chamanistes asiatiques et américains. Retour au texte. D'ailleurs, les deux perspectives, art sacré et nature vierge, ne s'excluent pas, comme le montre le zénisme notamment, ce qui prouve qu'aucune d'elles ne remplace tout à fait l'autre. Après avoir parlé au début de cet exposé des types hiérarchiques du genre humain, des castes intrinsèques et non simplement institutionnelles, nous nous sommes engagés dans des considérations sur un tout autre sujet, celui du génie, avec des parenthèses et des illustrations dont nous ne croyons pas devoir nous excuser. Dans les deux cas, celui du génie comme celui des castes, il s'agit toujours de l'homme et de son centre, soit que la nature ait octroyé à l'homme tel centre personnel, et par conséquent telle tendance foncière, et telle conception de devoir et du bonheur, c'est là la caste précisément, soit que l'homme, quelle que puisse être sa base ou son point de départ, se lance à la recherche de son centre et de sa raison d'être. Qui dit humanisme, dit individualisme, et qui dit individualisme, dit narcissisme, et par voie de conséquence, percé de ce mur protecteur qu'est la norme humaine. Donc, rupture d'équilibre entre le subjectif et l'objectif, ou entre la sensibilité vagabonde et la pure intelligence. Mais il est néanmoins malaisé d'avoir au sujet du génie culturel, profane, un sentiment tout à fait univoque. Si d'une part, on doit condamner l'humanisme et les principes littéraires et artistiques qui en dérivent, d'autre part, on ne peut s'empêcher de reconnaître la valeur de telle inspiration archétype et éventuellement les qualités personnelles de tel auteur, en sorte qu'on ne sort guère d'une certaine ambiguïté. Et le fait qu'une œuvre, en raison de son message cosmique, puisse transmettre des valeurs que quelques-uns seulement peuvent saisir, comme le vin peut à la fois faire du bien aux uns et du mal aux autres, ce fait rend nos jugements dans bien des cas, sinon objectivement moins précis, du moins subjectivement plus hésitants, bien qu'il soit toujours possible de simplifier le problème en spécifiant sous quel rapport une œuvre a de la valeur. Quoi qu'il en soit, ce que nous avons voulu suggérer dans la plupart de nos considérations sur le génie moderne, c'est que la culture humaniste, en tant qu'elle fait fonction d'idéologie et partant de religion, consiste essentiellement à ignorer trois choses. Premièrement, ce qu'est Dieu, car elle ne lui accorde pas la primauté. Deuxièmement, ce qu'est l'homme, car elle le met à la place de Dieu. Troisièmement, ce qu'est le sens de la vie, car cette culture se borne à jouer avec les choses évanescentes et à s'y enfoncer avec une criminelle inconscience. En définitive, il n'y a rien de plus humain que l'humanisme, du fait qu'il décapite pour ainsi dire l'homme. Voulant en faire un animal parfait, il arrive à en faire un parfait animal. Non dans l'immédiat, car il a le mérite fragmentaire d'abolir certains traits de barbarie, mais en fin de compte, puisqu'il aboutit inévitablement à rebarbariser la société, tout en la déshumanisant, ipso facto, en profondeur. Mérite fragmentaire, avons-nous dit, car l'adoucissement des mœurs n'est bon qu'à condition de ne pas corrompre l'homme, de ne pas déchaîner la criminalité, ni d'ouvrir la porte à toutes les perversions possibles. Au XIXe siècle, on pouvait encore croire à un progrès moral indéfini. Au XXe siècle, ce fut le réveil brutal. Il fallut se rendre à l'évidence
qu'on ne peut améliorer l'homme en se contentant de la surface, tout en détruisant les fondements. Donc, il n'y a pas de doute que le talent ou le génie ne constitue pas une valeur en soi. Une chose est absolument certaine, au point qu'on hésite à en faire état. C'est que la meilleure façon d'avoir du génie est de l'avoir par la sagesse et par la vertu, donc par la sainteté. À cette plénitude, le génie créateur peut certes s'ajouter comme un don supplémentaire, pour les autres plus encore que pour celui qui le possède, et avec la mission de transmettre des éléments d'intériorisation et par là même de libération. La pure spiritualité se suffit à elle-même, c'est entendu, mais nul ne reprochera à Dante d'avoir su écrire, ni à Fra Angelico d'avoir su peindre. Pour en revenir au premier sujet de notre exposé, quelles que soient les différences foncières entre les types humains hiérarchisés, au point de vue de cet enracinement central qui fait la personnalité, il y a ce que nous pourrions appeler, non sans réserve bien entendu, l'égalitarisme religieux, et nous y avons d'ailleurs fait allusion. L'homme, en face de Dieu, est toujours l'homme et rien d'autre, qu'il possède un centre valable ou qu'il en soit dépourvu. Et l'homme, étant tel, est toujours libre de choisir son centre, son identité et son destin, de bâtir sa maison, soit sur le sable, soit sur le roc. Libre de choisir, mais à vrai dire, l'homme conscient de son intérêt et soucieux de son bonheur n'a pas le choix. La liberté est faite pour choisir ce que nous sommes au fond de nous-mêmes. Nous sommes intrinsèquement libres dans la mesure où nous avons un centre qui nous libère. Un centre qui, loin de nous comprimer, nous dilate en nous offrant un espace intérieur sans limite et sans ombre. Et ce centre est en fin de compte le seul qui soit.